Et tout de suite, Jean-Baptiste Djebari vous répond à vos questions sur RMC et RMC Découverte. Vous nous appelez au 32-16 pour interroger directement le ministre délégué au transport. Et on commence tout de suite avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Apolline. Bonjour Isabelle, vous nous appelez de Seine-Saint-Denis, de Bondy plus particulièrement, et vous vous posiez des questions sur les transports en commun. Il vous écoute. Oui, parce que au mois d'août, en Seine-Saint-Denis, les gens continuent à travailler parce qu'il y en a beaucoup qui avaient posé des congés pendant le confinement. Et il a bien fallu aussi que les chauffeurs de bus prennent aussi leurs congés, donc beaucoup moins de bus. Donc on est serré, donc on ne peut pas respecter les gestes barrières. Et je veux en plus rajouter que quand les bus arrivent au terminus et qu'ils repartent 5 minutes après, les chauffeurs, bien entendu, prennent une pause de 5 minutes. Tout ça, je reviens pas là-dessus. Mais les bus ne sont pas aérés, ne sont pas désinfectés, donc les gens remontent dedans. Donc les gestes barrières, je veux bien, mais pas en Seine-Saint-Denis ou pas en petite couronne, c'est pas possible. Il y a moins de bus, il y a tout autant de gens, on touche tout. Alors les gens ont beau porter les masques, parce que je trouve quand même en majorité les gens portent le masque, mais les gestes barrières, non, on ne peut pas les appliquer, c'est impossible. Isabelle qui vous demande donc comment on fait pour appliquer les gestes barrières dans ces conditions-là. Bon, d'abord, Isabelle a raison de rappeler que le port du masque est bien appliqué, et ça depuis le premier jour, et partout, notamment en Ile-de-France, on l'a mesuré de façon très précise, à plus de 95%. Mais les bus qui ne sont pas nettoyés, donc, les bus qui sont moins nombreux. Donc j'y viens. D'abord, les bus sont désinfectés et nettoyés tous les jours, et même parfois plusieurs fois par jour, avec des produits qu'on appelle virucides, qui permettent de lutter contre les virus pendant plusieurs jours. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas nettoyés en profondeur à chaque changement de chauffeur. Je tiens à rassurer Isabelle, les bus sont bien nettoyés avec des produits fongicides, virucides qui durent plusieurs semaines. Et puis par ailleurs, d'ailleurs nous avons fait 2 grands progrès, je le dis, en matière de désinfection, en matière de nettoyage, y compris avec la RATP, et je pense pour le bénéfice de tous. Et donc c'est un progrès qu'il faut maintenir dans le temps. Et puis Isabelle l'a dit sur les gestes barrières, nous avons depuis le 11 mai dit que parce que justement dans les transports en commun, notamment aux heures de pointe, on avait des difficultés à maintenir notamment la distance, la pièce centrale du dispositif, c'était bien le masque. Le masque plus les gestes barrières, notamment se laver les mains, avoir à disposition du gel, etc., etc. Et tout ça est bien respecté. Alors après, c'est vrai que les transports en commun, par nature, ça fonctionne plutôt en heure de pointe. Et donc pour cela, nous avons mis en place depuis le 11 mai, nous prolongeons une partie du dispositif cette semaine, des dispositifs pour lisser notamment les passagers au moment des heures de pointe, en les faisant par exemple arriver plutôt en entreprise, partir de façon étalée, etc. Sauf que Isabelle, vous êtes toujours avec nous, si je comprends bien, vous avez au contraire, vous constaté qu'il y avait moins de bus en Seine-Saint-Denis. Ah oui, complètement. On a remis des bus, je le dis parce qu'au tout début du confinement, on a eu quelques points de crispation. Et notamment avec plus de gens que prévu. Et Isabelle a raison de dire que notamment ce qu'on a appelé à l'époque les salariés de première, de deuxième ligne se sont énormément mobilisés et étaient très usagers de transports en commun. Et alors notamment à Bondy, mais notamment en Seine-Saint-Denis, nous avons remis plus de bus tout de suite après le déconfinement, de manière à faire en sorte d'avoir plus d'offres et donc moins ces effets d'agglutinement. Visiblement, Isabelle ne le constate pas sur le terrain. Merci à vous d'avoir appelé RMC au 32-16. On est également avec Yann qui voulait interroger le ministre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine à Bagneux Voilà. et vous vouliez interroger le ministre sur des questions de transport aérien. On vous écoute. Voilà. Alors donc, je voudrais savoir les mesures qui sont envisagées pour tout ce qui est personnel aéroportuaire, surtout le personnel au sol. Tout en sachant que sur Roissy, on a encore entre 60 et 70% de personnes au chômage partiel et aucune vision d'ici 6 à 1 an pour une reprise d'activité. Bon, c'est un sujet un peu technique et compliqué, mais je vais quand même répondre à Yann. D'abord, il y a tout ce qu'on a fait pour le secteur aéronautique. Parce que vous savez que pour que finalement les aéroports fonctionnent, que les agents d'exploitation et de sûreté aient du travail, il faut qu'il y ait du transport aérien. Et pour qu'il y ait du transport aérien, il faut que ce soit fait en toute sécurité. Donc depuis le mois de mars, avril, nous avons fait en sorte de faire repartir le transport aérien, qui fonctionne quand même encore aujourd'hui à des niveaux relativement modestes, puisque je le disais, nous avons 25% des passagers au mois de juillet, quand on compare au mois de juillet de l'année passée, avec évidemment les vols internationaux, transfrontières vers les États-Unis, vers l'Asie, qui sont encore aujourd'hui très modestes en nombre. Donc il y a premièrement des incertitudes sur la reprise du trafic. Nous aurons un premier mois de septembre qui va être important, ce sera un peu le juge de paix pour voir notamment si les voyageurs d'affaires reviennent.
Et puis je pense que nous aurons une reprise de trafic progressive jusqu'au mois de janvier. Et que tout ça, finalement, déterminera Je vous laisse répondre à Yann, la santé. mais pour sur cette Yann, question du trafic aérien et des affaires, on prolongera, il y a vraiment des questions qui se posent. Mais Yann qui s'interroge aussi sur ceux qui sont au sol et qui sont au chômage partiel. Personnel au sol, et je connais bien le sujet des exploitants aéroportuaires. Nous avons fait en sorte à la fois qu'ils puissent bénéficier évidemment de toutes les garanties posées par l'État, pré-garanties par l'État, chômage partiel pour un taux très important. Et puis nous avons un sujet à Roissy qui peut intéresser Yann, c'est que nous avons actuellement 3 prestataires, peut-être demain 4 prestataires, et que pour l'instant nous sommes plutôt sur l'idée de garder 3 prestataires de manière à garder le maximum d'emplois et de ne pas créer de la concurrence dans un moment où effectivement on a beaucoup moins d'activités. Vous allez donc geler cette ouverture à un quatrième. Nous l'avons déjà fait et nous allons regarder cette semaine d'ailleurs comment tout ça peut évoluer au regard de la réalité de la reprise du trafic. Voilà la réponse pour Yann. Une question aussi sur ce que vous disiez à l'instant. Vous ne savez pas à ce stade si notamment le voyage d'affaires, qui était quand même un des grands flux pour les compagnies aériennes françaises, si ces voyages d'affaires vont reprendre. C'est vrai aussi pour le TGV. Mais effectivement, l'incertitude, c'est que d'ici à la fin de l'année, nous voyons bien que les entreprises ont plutôt tendance à dire à leurs cadres, qui avaient l'habitude de voyager sur des longues distances, privilégier le télétravail, reporter les voyages non essentiels. Et on voit bien que sur la classe affaires, qui effectivement est le cœur de rentabilité des compagnies aériennes, on a un décrochage. Est-ce que ce décrochage, il est durable? Est-ce qu'il se prolongera au-delà de janvier? Là-dessus, je pense que la lucidité est la première loi de l'esprit, comme disait un célèbre philosophe, et qu'il faut nous y tenir, faire en sorte que, et je crois que c'est réalisé, que quand nous utilisons l'avion, que quand nous allons dans des aéroports, nous ayons le sentiment et la réalité d'un environnement sanitairement contrôlé. Je crois que c'est la réalité, même si cela pose quelques contraintes. Et puis, faire en sorte de aussi préserver le tissu des entreprises françaises qui sont, comme vous le savez, évidemment fragilisées, comme toutes les autres au niveau mondial. Vous avez peur que ça s'empire? On sait qu'il y aura de très nombreuses suppressions de postes chez Air France. Est-ce que vous pensez qu'on a touché le fond ou est-ce que vous êtes inquiet? Je pense que le transport aérien, comme le tourisme du reste, va changer assez profondément en nature. Je pense que quand on regarde ce que nous disaient les Français, ils ont peut-être envie de partir moins loin pour un temps, peut-être envie aussi de partir sur des destinations de tourisme plus durable, comme on dit aujourd'hui. Et que ça, c'est un changement de nature profonde. Et que nous avons évidemment, dans un contexte économique compliqué, probablement des compagnies qui vont faire faillite, donc probablement moins d'offres, donc peut-être des prix plus hauts. Donc il y a un vrai risque de démocratisation, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu une grande période pendant laquelle, depuis 2000 avec les low cost, on a eu beaucoup d'avions pour des billets pas très chers. On a plutôt le risque inverse dans les prochains mois, prochaines années, de voir le prix de l'avion augmenter substantiellement et redevenir un produit un peu plus élitiste. C'est un risque que nous observons. Et sur Air France, vous êtes inquiet? Et Air France, un peu particulier, parce qu'il y a toute la partie effectivement on va dire, domestique européenne qui sert à alimenter le hub de Roissy, puis la partie du transport long courrier qui repose, on l'a dit, sur le vol d'affaires avec les conditions qu'on a définies. Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole à Thomas qui nous a appelé au 32-16 depuis Nice. Bonjour Thomas. Bonjour Apolline, bonjour Monsieur le Ministre. Vous vous inquiétez sur les grèves? Oui, parce que je prends une des lignes les plus fréquentées de France, qui est la ligne TER Nice-Monaco tous les jours, qui est déjà surchargée en temps normal. Je pense que vous êtes au courant de cela. Moi, j'avais une question toute bête. Je voulais savoir si dans le contexte actuel sanitaire, il était envisageable de réquisitionner les agents SNCF, comme d'autres professions ont pu être réquisitionnés en d'autres temps. Alors, deux réponses, Thomas. D'abord, sur la ligne Nice-Monaco, nous allons faire des travaux de rénovation sur la signalisation de manière à avoir plus de trains. Donc, c'est déjà une première réponse. Et ça passe aussi par ça. Le fait d'avoir plus de trains et plus de robustesse ferroviaire, ça passe aussi par les aménagements du réseau. Et deuxième réponse, il y a déjà un cadre. Alors, c'est tout le sujet que vous posez ce matin, le sujet du service minimum. Faut-il l'améliorer? Faut-il aller vers des dispositifs plus contraignants? Vous savez que l'année dernière, nous avons eu une grève relativement suivie. J'avais posé ce sujet du service minimum. Nous avons eu un texte qui a été posé au Sénat et nous avons fait des études complémentaires. Le vrai sujet, c'est la prévisibilité. Et on l'a vu, y compris pendant la grève et pendant la grève, les grèves successives depuis 2018. Nous avons vu que nous étions en mesure de connaître l'état du trafic. Ce n'était pas forcément un trafic très élevé, mais de connaître l'état du trafic. Et c'est l'essentiel parce qu'il faut que les gens puissent s'organiser. Anticiper. Anticiper. Et ce sera donc l'un des points
face à la grève si elle est maintenue 17 et 18 septembre prochain. Merci à tous d'avoir appelé au 32-16. Et puis il y a aussi ceux qui nous écoutent depuis les TGV bloqués. Et il y a notamment Thomas Loison qui vous fait signe, Jean-Baptiste Djebari sur Twitter. Il nous interpelle en disant: Monsieur le ministre, je me permets de vous transmettre ce que l'ami dans le train du TGV a eu depuis hier comme panier repas, puisque vous évoquiez les paniers repas. Et il nous montre une photo avec juste une petite pomme-pote, c'est-à-dire ces petites compotes, un gâteau et une petite bouteille de 50 centilitres d'eau. Donc il estime que c'est pas tout à fait un repas à la hauteur. Voilà ce que nous dit donc tout ça de près sur la dimension gastronomique du plateau repas. Que nous dit Thomas qui nous écoute donc depuis son TGV bloqué. Bon courage Thomas.